Nous allons commencer notre journée et je vais appeler Monsieur Édouard Quintano, notre maire de Saint-Jean-d'Illac, pour qu'il vous dise quelques mots de bienvenue, je pense. Merci Samuel. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants des acteurs de l'agriculture, cher président, cher Samuel, mesdames et messieurs les membres du groupement de recherche sur les cultures et techniques des sols forestiers d'Aquitaine, je vous souhaite à tous la bienvenue en terre illacaise, tout d'abord. Et je dois vous dire ma grande fierté aujourd'hui d'être avec vous pour célébrer les 50 ans du groupement ici sur notre terre. Sur notre terre, si tu le permets, Samuel, bien sûr. C'est une belle année pour les agriculteurs illaquais. Ici, Samuel, tu fêteras bientôt, si mes oreilles sont bonnes, les 50 ans de l'exploitation à l'X. Et je suis franchement admiratif du travail qui est accompli tous les jours dans le domaine agricole, sur notre territoire et sur tout ce que représente et peut faire vivre votre activité. Ce groupement de recherche, il m'intéresse à plusieurs titres. Comme vous ne le savez certainement pas, j'ai un certain goût pour les questions économiques, peut-être par des formations professionnelles. Et lorsque j'enseigne à mes étudiants, j'insiste beaucoup sur l'importance à accorder systématiquement et toujours à la recherche, à la connaissance, à l'innovation, pour faire vivre l'activité économique, j'ai envie de dire avec un grand E. Les 50 années qui se sont écoulées et la qualité des producteurs que je connais aujourd'hui à Saint-Jean-d'Illac, et de manière même plus large dans notre communauté de communes, je sais que cette qualité est en partie le fait de ces associations fructueuses entre richesse et entreprise et de la transmission de la connaissance, du soutien mutuel, de l'expérimentation et de l'application de ces progrès techniques directement dans vos exploitations qui permet de toujours innover, de toujours se diversifier et de toujours s'adapter. En tant que maire, je suis aussi, vous en doutez, extrêmement attaché à l'ancrage local de vos travaux, à ce qu'ils apportent à notre communauté. Alors au-delà des emplois créés par vos exploitations et leur vitalité qui irrigue notre territoire, ce qui vous différencie des autres centres d'études techniques agricoles, c'est véritablement cet ancrage local fort. Cette notion de sol forestier aquitain, dont vous êtes les experts, est un terroir. Ce sont les terroirs qui font les territoires. Et ce sol aquitain de Haute-Lande, je sais bien qu'il est très spécifique. Il a ses avantages, ses inconvénients. On a vu ça aussi dans la plaquette qui nous a été fournie. Vous reviendrez certainement dessus, Samuel, avec plus de technicité que moi. Mais je peux vous dire qu'il y a une influence sur tous les terrains et que la gestion des eaux particulières qui lui est liée, la nappe affleurante, ce sont aussi des sujets que je prends en compte au quotidien dans de nombreux domaines à la mairie et notamment pour aménager le territoire. Vos travaux, toujours mieux connaître et apprivoiser ce sol si spécifique. Alors si j'ai bien retenu, on a plus de 70% de sable sur ce sol. Donc ce sol si spécifique, je vous le dis, est essentiel bien au-delà de la communauté agricole. La communauté des acteurs publics, parapublics présents aujourd'hui montre d'ailleurs bien tous les enjeux qui sont au cœur de ces questions.
Questions qui sont de plus en plus prégnantes avec les épisodes climatiques qui modifient nos conditions de pratique du métier. Votre expertise de ces bouleversements, votre avance technique, notamment grâce aux travaux et aux expérimentations que vous menez, nous sont précieuses à l'ensemble de la communauté. En travaillant sur les produits de la terre, qui finiront bien évidemment dans nos assiettes, transformés ou pas. Nous avons ici des acteurs de l'agroalimentaire pour le montrer. Vous êtes un maillon indispensable de notre qualité de vie à tous. Le thème de votre table ronde cet après-midi montre votre volonté de tous de vous adapter toujours pour offrir le meilleur de vos produits aux consommateurs citoyens. Et nous l'avons vu pendant le confinement, les Français ont le goût de bien manger. Je crois qu'ils n'ont jamais autant cuisiné durant cette période d'ailleurs et ont un attachement particulier à vos produits. J'espère, je souhaite et je suis certain que vous avez de beaux jours devant vous. Ce groupement, c'est donc pour moi un groupement de la connaissance, un groupement de l'innovation, un groupement du terroir, un groupement de la santé de nos concitoyens. C'est aussi un groupement solidaire, puisque une large part de vos activités est dédiée au soutien technique, réglementaire des exploitants agricoles locaux. C'est pour toutes ces raisons que je suis fier que l'anniversaire du groupement ait lieu à Saint-Jean-d'Illac, dans ton exploitation, Samuel. Si je ne commets pas d'erreur, il me semble d'ailleurs que sur les 16 présidents du GRCETA SFA, 6 étaient ou sont Illaquais. Je pense d'abord à son premier président, à Robert Chibert, également à Antoine Chibert, à Jean-Marc Edouin, à Olivier Cassou, à Patrick Minja, et maintenant à toi, Samuel. 6 présidents Illaquais, il y a comme une anomalie. Je vais pas gratter plus loin, mais en fait, je suis sûr que le fait que Saint-Jean-d'Illac est une ville agricole, l'a été et l'est encore, est certainement un point ou un élément de réponse à cela. Peut-être que les 12 000 m² de superficie également répondent à les 12 000 hectares, pardon. 12 000 m², ça fait combien? 3 jardins. Ce n'est pas étonnant non plus si Saint-Jean-d'Illac, terre agricole forestière, est mise en avant aujourd'hui. Il y a un peu plus d'un siècle, il y avait certainement plus de moutons que d'habitants ici. Alors aujourd'hui, il y a certainement beaucoup plus d'habitants que de moutons. Mais l'agriculture, elle, reste toujours forte et je m'en réjouis. Je vous parle de Saint-Jean-d'Illac d'il y a un siècle, mais c'est pour mieux mettre en avant ce demi-siècle de recherche et d'innovation que nous fêtons aujourd'hui. Je souhaite encore une belle année au groupement. Merci Samuel de m'avoir invité pour cette belle journée. Je vais laisser la parole à monsieur le député pour nous présenter la suite peut-être. Et ensuite, je pense que Samuel, tu reprendras la main pour nous expliquer d'une manière experte à la fois les activités et la succession des festivités aujourd'hui. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Monsieur le maire, Monsieur le président Alix, Mesdames, Messieurs, membres du GRCETA, Mesdames, Messieurs, agriculteurs, membres de cette communauté agricole si importante, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Je suis particulièrement honoré d'être parmi vous ce matin et très heureux de répondre avec enthousiasme à l'invitation du président Alix pour aujourd'hui fêter les 50 ans du GRCETA.
Il est vrai que je ne suis pas forcément un grand familier du monde agricole, on ne va pas se mentir, mais j'ai une circonscription qui a beaucoup de sylviculteurs notamment, et donc je me suis passionné pour la question du bois, et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui nous sommes dans une installation entièrement réalisée en bois français, et je tenais à le souligner, merci. Nous avons des groupes d'études à l'Assemblée nationale, et notamment je suis membre avec grand plaisir du groupe Bois et Forêt. Mais ceci étant, aujourd'hui, nous n'avons pas forcément que des forestiers ou beaucoup de forestiers, mais quand je viens à Saint-Jean-d'Illac, je suis très heureux parce que je peux rencontrer un monde agricole beaucoup plus large et divers que les simples sylviculteurs. C'est Saint-Jean-d'Illac, pour moi, l'endroit où je parle agriculture. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis toujours ici. J'ai vu que le CRCETA était spécialiste des Hautes-Landes. Alors, il y a quelques représentants des Landes ici. Bon, la grande blague des Landais, vous la connaissez, il y a les Hollandais et les Finlandais. Bon, voilà. Nous sommes plutôt chez les spécialistes des Hautes-Landes. Et je tenais à être là particulièrement aussi parce que cet accompagnement que vous réalisez du monde agricole et cette capacité à vouloir aider la transformation de l'agriculture est particulièrement essentielle. Il est vrai que beaucoup parlent d'agriculture, beaucoup parlent d'alimentation. Aujourd'hui, ce sont deux sujets qu'on lit facilement parce qu'on dit toujours aussi que les agriculteurs sont ceux qui nourrissent le pays, sont ceux qui nourrissent les Français. Et au fil des dernières décennies, beaucoup de polémiques, soyons honnêtes, et beaucoup surtout aussi d'attaques sont venues à l'encontre du monde agricole. Moi, le monde agricole que je connais, puisque je ne le connais que par les rencontres, encore une fois, je suis plutôt un gamin qui est né sur les trottoirs de la ville de Bordeaux, donc je suis pas très... J'ai vu des champs, mais quand je suis arrivé en Haute-Savoie, c'était plutôt des vaches, des vergers et de la mâche. Ils font beaucoup de mâche aussi. Voilà. Je suis toujours très inquiet de voir parfois les débats qui tournent autour du monde agricole et surtout cette stigmatisation qu'on peut faire parfois des agriculteurs. La difficulté que nous avons aujourd'hui à avoir un débat passionnant mais dépassionné autour des questions des traitements des cultures et la façon dont on a aussi de voir à long terme la taille et la façon d'exploiter, ça me paraît être des sujets qu'il faut absolument traiter avec toute la sérénité, le respect surtout et l'humilité que nous devons avoir. Moi, quand je rencontre des agriculteurs, je rencontre des gens authentiques et je rencontre des gens qui ont une grande humilité, une grande passion pour leur métier. Et c'est véritablement pour moi à chaque fois un moment de pur bonheur de voir que derrière parfois les débats politiques stériles, il y a tout simplement des femmes et des hommes qui font vivre nos terres et qui les rendent toujours plus saines. Et je pense qu'il faut cet accompagnement-là que le GRCETA aujourd'hui peut proposer. Et je vous remercie pour cela. Je souhaite véritablement pour demain une agriculture qui va vers le chemin du progrès, une agriculture raisonnée, une agriculture qui, comme elle l'a toujours été par les femmes et les hommes qui les exploitent, une agriculture authentique et de la terre, mais qui sait aussi accompagner les changements du monde. Moi, je voulais rajouter, enfin pour finir, que je suis très honoré aussi de participer à la remise de l'Ordre national du mérite agricole, cette récompense qui fait faire des récipiendaires les héritiers de Louis Pasteur. Rappelons que Pasteur a reçu l'Ordre national du mérite agricole et qui est important pour moi. Il est important que la nation vienne ici jusqu'à Saint-Jean-d'Illac pour dire qu'avec ma collègue parlementaire, que nous puissions ici honorer les agriculteurs pour les services qu'ils ont rendus au monde agricole et à l'évolution de celui-ci. Donc merci pour ce que vous faites dans vos métiers, merci pour ce que vous faites au sein du GRCETA précisément parce que je pense que l'évolution de l'agriculture est une des clés de l'évolution de notre pays. Et
C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je souhaite un très bel anniversaire au GRCETA. Je lui souhaite encore de longues années. Et je souhaite aussi à Monsieur Alix, président Alix, aussi faire de une belle encore progression dans son activité qui me semble, qui fait aujourd'hui la fierté de Saint-Jean-d'Illac. Merci à vous. Bon, vous m'excuserez, je vais lire, parce que je n'ai pas le talent de mes prédécesseurs. Donc, bonjour à tous. C'est avec une émotion certaine que je vous accueille, et surtout avec un grand plaisir. Je vous remercie de votre présence et vous prie de croire que le comité de pilotage des 50 ans, composé de membres du conseil d'administration et des 7 salariés du GRCETA, a œuvré pour la réussite de cette journée. Je remercie également tous les agriculteurs, l'équipe technique et ses anciens pour la fourniture de leurs archives, photos et témoignages que vous retrouverez dans le livret des 50 ans. Je vous remercie pour la fourniture de vos produits qui ont servi de base à l'élaboration de notre déjeuner et que vous retrouvez aussi sous nos pieds, c'est très confortable, ainsi que sur les tables d'exposition. J'aimerais aussi saluer la participation financière de nombreuses maisons commerciales partenaires qui nous permettront de ne pas déséquilibrer notre budget 2020. Un petit clin d'œil aux nombreux anciens présidents et à leurs bureaux qui ont suggéré notre association et nous permettent aujourd'hui d'organiser cette journée sans souci de trésorerie. Je souhaite associer à la réussite de cette journée Jean-Louis Dubourg, notre chargé de relations publiques, qui a œuvré et bien aidé. Dans notre association, axée sur la recherche de techniques agricoles innovantes, il est encore relativement rare de compter des élus à nos côtés. Alors merci à vous de vous être déplacés pour nous rencontrer et nous écouter. Je salue la présence de notre député, Éric Pouliat, qui vient de parler, de la sénatrice Florence Lassarade, qui est arrivée à côté de Jean-Louis Dubourg, et du sénateur Hervé Gilles, qui arrivera un petit peu plus tard, mais qui participera activement à notre table ronde. Vous honorerez nos anciens présidents avant le déjeuner. Je ne sais pas où il se cache, mais ça y est, je l'ai trouvé. Je veux aussi saluer l'action d'Emmanuel Marceau, mon prédécesseur, ainsi que du bureau, qui nous ont laissé la joie d'honorer nos anciens présidents. Ils ont retenu la tentation de les honorer plus tôt et c'est une bonne chose de le faire pour nos 50 ans. Je veux aussi saluer les représentants des conseils départementaux et régionaux ainsi que de la députée Sophie Mette. Je continue de saluer les représentants de l'administration, de la DRAF, de la DDTM et de la préfecture, ainsi que les chambres d'agriculture. Je souhaite aussi saluer la présence de Ludovic Pontico, notre ancien éminent directeur, redescendu de ces montagnes pyrénéennes. Nous sommes aussi très heureux de retrouver Pierre Maupu, tout comme Mylène Grapperon, ancien technicien. Je ne peux oublier ceux qui n'ont pu se déplacer, tout comme ceux qui nous ont quittés. C'est avec émotion que je le dis, parce que c'est des moments qui nous ont beaucoup touchés. Ils ont largement contribué à la réussite du GRCETA. Ne les oublions surtout pas et inspirons-nous de ce qu'ils ont fait pour nous. Pour finir, je remercie Édouard, une nouvelle fois, Quintano et Dominique Béran, son premier adjoint, pour l'aide apportée à l'obtention de notre permis de construire, tout en respectant à la lettre la complexité de notre PLU. Les sociétés Pain pour la maçonnerie, Girel pour l'électricité, Rouanet pour la fourniture de la charpente, et surtout M. Villeneuve et son équipe charpentier à Sainte-Hélène qui ont sacrifié leur congé du mois d'août. Des délais globalement respectés dans la situation actuelle, ça fait plaisir. Alors,
Laissez-moi terminer en vous disant que le programme de cette journée est axé le matin sur quelques témoignages, souvenirs que nos présidents vont se faire plaisir de vous exposer dans les minutes qui viennent. Et l'après-midi, la table ronde sera intéressante pour comprendre les attentes sociétales, mais aussi des consommateurs et nos attentes à nous, agriculteurs. Cela nous aidera à axer nos recherches sur les problématiques en phase avec ces mêmes attentes. Alors, je vais donc passer la parole à nos anciens présidents qui nous retraceront par leur témoignage la belle et longue histoire de notre GRCETA SFA. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous remercie de votre participation. Bonjour à tous. Comme le dit presque la chanson, on n'a pas tous les jours 50 ans, ça n'arrive qu'une fois seulement. Parmi toutes les équipes qui se sont succédées au GRCETA, c'est un réel plaisir de pouvoir être de ceux qui ont eu l'honneur d'avoir organisé ces 50 ans. Réel plaisir aussi de pouvoir vous partager en cette occasion nos activités et l'histoire qui les a façonnées. Et je voulais vous dire également que je suis fière, nous sommes fiers, de compter parmi ce groupement qui est à la fois dynamique, novateur, moteur et riche aussi par ses échanges et sa convivialité. Donc pour cette première partie de journée, nous allons faire un petit retour en arrière de 50 ans exactement. Plusieurs de nos anciens présidents ont accepté de se prêter au jeu, de monter sur scène avec nous et pour vous raconter l'histoire de notre association, les moments forts et son évolution au fil des années.
Avant de les faire monter sur scène, je tenais à adresser un petit mot à Samuel Alix, notre président actuel, pour son accueil sur son exploitation et la construction également de ce beau bâtiment dont nous avons pu suivre les étapes via les photos envoyées sur le groupe WhatsApp du GRCETA. Les délais étaient courts, très courts même, mais ils ont été tenus. Le résultat, je pense qu'il est là aujourd'hui, tout le monde peut s'en rendre compte. Donc merci Samuel. Et voilà, c'est une très belle journée et un beau bâtiment. Donc j'appelle maintenant à venir me rejoindre sur scène donc Antoine Chibert. Voilà, vous pouvez les applaudir au passage. Hein. Jean-Luc Thirouin. Je sais pas, voilà. Denis Labrie. Gérard Gabin. Gérard, voilà. Lionel Després. Didier Ferry. Patrick Minja. François Gauthier. Et Emmanuel Marceau. Antoine, c'est vous qui commencez, je vous laisse. Je sais pas, oui. Mars 1971. Monsieur, nous avons pensé que, préoccupés par des problèmes techniques et économiques communs à nos exploitations, vous seriez intéressé par la création éventuelle d'un groupement pour étudier les moyens de les résoudre. Nous organisons une réunion à la salle des fêtes, place de l'église, le BARP, le mardi 6 avril 1971 à 14h30, à laquelle sont invités tous les agriculteurs qui sont installés sur les sols forestiers des Landes et de la Gironde, en accord avec les présidents de CETA de la Haute-Lande et des Landes bordelaises. Au cas où nous aurions fait un oubli, veuillez en parler à vos amis et voisins. Veuillez agréer monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Jean-Louis Gaber, agriculteur à Saint-Laurent-du-Médoc. Jean Danton, agriculteur à Solferino. Extrait d'un courrier du 30 avril 1971. Monsieur, à la suite de la réunion du 6 avril 1971, messieurs Dalibert, Cunière, Danton, Gaber, Chibert, Thirouin, Vallée, Vandamme se sont réunis le 20 avril pour étudier ce qu'il serait possible de faire. Nous avons enregistré des réponses favorables de la part de 82 exploitants représentant 16 000 hectares environ, dont 37 exploitants dans les Landes et 43 en Gironde. De fait, il serait possible de créer 4 groupes ou équipes ou sections ou CETA ayant pour centre Solferino et Bourriotte dans les Landes et 2 centres à définir en Gironde. Ces 4 équipes ayant chacune un conseil d'administration se grouperaient en un seul groupement, dirigé également par un conseil d'administration dont les membres seraient élus par chaque équipe. Courrier signé de messieurs Gaber, Chibert, Vallée et Vandamme. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous venez d'entendre lecture de la lettre d'invitation et un extrait de compte-rendu de la réunion posant les fondements de notre GRCETA. La constitution officielle fut enregistrée en mairie du BARP, Gironde, le 29 juin 1971 sous le nom de Groupement régional des centres d'études et techniques agricoles des sols forestiers d'Aquitaine. Le premier bureau, opérant de 1971 à 1975, fut constitué de M. Robert Chibert, président, M. Maurice Vandamme, vice-président, M. Henri Vallée, secrétaire, et M. Jean-Louis Gaber, trésorier. Robert Chibert, vous me permettrez de dire papa, prit la première présidence du GRCETA. Il embauchera le 15 octobre 1971 M. Edgar Pellabon comme ingénieur conseil du groupement, puis un peu plus tard M. Maupu,
présents aujourd'hui. À la demande du groupement, Papa reprendra la présidence de 1981 à 1983 pour un mandat de 3 ans. Originaire d'Alsace, Papa est issu d'une famille industrielle textile. La guerre l'a conduit à faire l'école d'ingénieur de Grangeneuve en Suisse, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur. Durant son cursus, il a effectué à partir de 1950 36 mois de stage chez M. Jean Cresp, 18 mois à La Boère dans les Landes, puis 18 mois dans l'exploitation de Remont-Voisin dans l'Aisne. Son stage lui a amené la connaissance des Landes, mais aussi son épouse, puisqu'il se marie avec la fille aînée de son maître de stage. Papa s'installe agriculteur sur l'exploitation de la ferme du château de Marigny en Orxois dans l'Aisne. Exploitation en fermage, exploitation difficile de polyculture-élevage. Terre difficile où un semoir à betterave sirant demandait 2 personnes à cause des cailloux de la plaine, alors que des semoirs de 10 à 12 rangs tournaient dans d'autres exploitations avec un seul chauffeur. Élevage bovin compliqué, où la brucellose obligea la refonte du cheptel à 2 reprises. Une bonne idée de diversification, un mot très important pour Papa, diversification, par la création d'un verger de pommes. Mais la 2e année de production, il a fallu payer la coopérative, car le prix du triage, conditionnement, commercialisation était supérieur au prix des pommes. Déjà à l'époque, on ne rémunère pas au juste prix. 1967, il est temps de quitter le nord pour le sud-ouest. Papa reprendra 5 lots de la compagnie d'aménagement des Landes de Gascogne, dont les maraîchers bordelais ne voulaient pas. Du fait de son stage au domaine de Bel-Air, Papa connaissait déjà les pionniers et les agriculteurs présents. Messieurs Watteau, Danton, Després, Vandamme, Zamanski, Maroc, Pathé et tous ceux que j'oublie, mais dont les noms ont souvent été cités à la maison. Le réseau était en place. Maman, ici présente, se souvient. En 1968, on savait déjà qu'il fallait chauler, sous-soler. Le travail était déjà dégrossi. Ce fut beaucoup plus facile, mais il restait beaucoup à faire. Ou encore, peu de temps après son arrivée dans les Landes, Robert souhaite faire de la Haute-Lande une région forte. Les mots de maman sont importants, à la fois très respectueux du travail formidable et difficile, déjà réalisé depuis 1950, et aussi très conscient du reste à parcourir pour rendre rentable l'ensemble du massif. Papa ne s'arrêtera jamais de travailler pour les autres. Pour pallier ses absences, comme beaucoup de ceux qui se sont investis au premier jour du GRCETA, il prendra un chef de culture. Maman d'ajouter, Robert faisait 2 journées par jour, la gestion de la ferme et le GRCETA, et à l'époque, j'avais 6 enfants. Pour son emploi du temps, je rajouterai dans le désordre le Crédit Agricole, la TPA, Association pour la transformation des produits agricoles, l'IEA, Institut de formation de BTS sur Villeneuve-d'Ornon, les pommes de terre, la GPM, le SILETSO, syndicat des producteurs de légumes du Sud-Ouest, la mairie de Saint-Jean-d'Illac, la paroisse, les parents d'élèves, le Rotary International et tout le reste. Mais revenons à notre journée. 3 buts principaux à la création du GRCETA. La technique, pour tirer le meilleur de ces sols si peu maîtrisés, l'économique, pour permettre aux familles de vivre de leur travail, le lien social dans un environnement vaste et peu peuplé. Pour les 2 premiers objectifs, le GRCETA se met immédiatement au travail avec comme expérimentation prévue en 1972 le soufre sur colza. En pommes de terre, la fertilisation azote et phosphore, les variétés, le désherbage, le traitement des eaux de lavage et une enquête sur les problèmes de pourriture. En maïs, la comparaison des engrais simples et complets, les apports de fertilisation en localisation post-levée, la comparaison des formes de chaux, les irrigations fertilisantes, les variétés, le désherbage et le travail du sol. Au niveau diversification et cultures nouvelles, le blé dur, la févrole, le soja, le tournesol, les cultures légumières ou le pavot-œillette. Et en divers, l'irrigation, les traitements fongicides sur céréales et le contrôle de drainage. J'aurais pu prendre cette énumération sur les rapports 2020 de notre équipe actuelle, mais non, c'est bien le programme qui a été confié à l'ingénieur du GRCETA la première année. Pour le 3e objectif du lien social, au-delà des réunions et rencontres techniques, nous retrouvons sur les comptes rendus l'organisation de soirées ou de journées des familles dès 1975.
Il y avait même une coupe à gagner pour les enfants présents. Certains s'en souviennent peut-être encore. Nombre d'agriculteurs sont devenus des amis grâce au GRCETA. 2 anecdotes pour finir. Maman se souvient d'une visite de quelques institutionnels sur l'exploitation familiale en une période de très forte pluie. Une rencontre entre les notables et ces fous d'agriculteurs qui croient pouvoir dompter ces terrains incultes où rien ne pousse. Or, ce jour-là, les tracteurs tournent dans les champs, les cultures sont en place et grandissent. De ce jour, papa dira que les agriculteurs ont été reconnus et considérés. Enfin, papa nous avait promis la piscine pour les 100 quintaux. Ils furent atteints en 1972. L'histoire dit qu'il a mis plusieurs années avant de refaire 100 quintaux, mais nous avons eu la piscine. Merci papa. Merci Antoine d'avoir évoqué avec nous la vie de votre papa. Merci également à votre maman d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour nous raconter vos souvenirs de l'époque. On passe maintenant au second président de l'association, en la personne de Jean-Luc Thirouin, qui est avec nous aujourd'hui. Donc Jean-Luc, vous vous rappelez de cette fameuse réunion au BARP dont Antoine vient de nous parler ? Oui, très bien. Je me souviens que ça avait été quelque chose de très important. Il faut que je parle plus près. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Oui, je me souviens très bien que la participation et que c'était très important, c'était vraiment quelque chose d'important. Et je pense que c'est encore important maintenant. D'accord, donc au-delà de votre mandat qui s'est déroulé de 1975 à 1977, vous allez nous parler d'une période un petit peu plus longue qui court jusqu'en 1984 et qui est le temps de la construction des références techniques. Au début, la priorité, c'était d'arriver à cultiver. On était tous devant quelques impasses techniques et il fallait absolument faire quelque chose. Ceux qui s'étaient installés avant nous avaient déjà mis au point certaines choses comme la carence en cuivre ou le besoin d'eau chaude dans les sols. Et au début des années 70, on s'aperçoit que le pH trop bas encore nous handicape fortement. On travaille donc énormément sur le chômage entre 75 et 80, sur le chaulage, pardon, entre 75 et 80, en mettant des essais à longue durée. On travaille aussi beaucoup sur les essais les essais des fumures générales. Et à cette époque aussi, si je me rappelle bien, vous échangez pas mal avec le monde de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, on travaillait énormément on travaillait beaucoup avec l'INRA et le BRGM. Nous avions beaucoup d'essais en commun. Et comme eux, ils avaient des moyens techniques supérieurs aux nôtres pour les analyses et tout, ils nous ont beaucoup aidés. D'accord. Et pour la fertilisation, vous nous avez parlé d'essais potasse et phosphore, également quelques travaux sur l'azote. Oui, beaucoup dans ce sens-là. Notre travail au sein du GRCETA était surtout, les plus grosses expérimentations étaient sur le maïs, car à l'époque, les exploitations avaient 80-90% de maïs en culture. Donc, on travaillait beaucoup sur le maïs, mais aussi sur les autres cultures. Et pour l'azote, on a fait beaucoup de recherches, grâce aussi avec les essais qu'on a menés avec l'INRA. Et je me souviens qu'une année, on avait eu des fortes pluies en juin, et on avait constaté un gros lessivage des sols en azote. Et c'est à partir de cette date-là qu'on a expérimenté l'apport d'azote par irrigation au moment de la floraison. Et à l'époque, ça nous avait énormément apporté. D'accord. Donc, on va rester sur l'irrigation. Et puis, je vais quand même un petit peu prêcher pour ma paroisse. Justement, en irrigation, le programme, s'il vous plaît. En irrigation, au début, on avait tous des arroseurs plus ou moins différents, des booms, des canons, même des pivots, mais des pivots qu'on déplaçait. Donc on ne passait en général sur les parcelles que tous les 5 à 7 jours. Et on mettait des grosses doses d'irrigation.
bon, on s'est aperçu, enfin avec les essais et tout, on s'est aperçu que la rétention des sols n'était pas suffisante pour ces grosses doses, donc il fallait multiplier les apports, et on a fait beaucoup de recherches aussi sur les moyens de déterminer l'humidité du sol avec les sondes, etc. D'accord, donc de votre témoignage, Jean-Luc, on comprend vraiment qu'à l'époque, le travail conduit est un travail de construction, de références qui ont été les bases des pratiques sur la Haute-Lande pendant des années. Aujourd'hui, nombre de conseils que nous prodiguons reposent sur ces références témoignant du travail, de l'importance du travail qui a été effectué à l'époque. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont l'association fonctionnait à l'époque et quelles en étaient les missions ? Bon, à l'époque, le travail d'expérimentation était important. On faisait un compte-rendu de ces expérimentations en fin de saison, mais il y avait aussi beaucoup de réunions à l'intérieur de chaque CETA où nous partagions beaucoup en commun, et je pense que ça nous a fait évoluer, avancer beaucoup aussi. À l'heure actuelle, ce n'est plus tout à fait la même chose. Et concernant l'équipe technique, comment était-elle constituée ? À l'époque, nous avions 2 techniciens, M. Pellabon, dont on vous a parlé tout à l'heure, et M. Maupu, qui est arrivé très rapidement après. Et en 1974, on a créé un poste de secrétaire pour permettre la diffusion de tous ces éléments. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Donc, nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Denis Labrie qui va nous parler du mandat de son papa, Jean Labrie. Merci Justine. Bon, c'est bon, tu m'as cassé mon introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a jamais été président du GRCETA. Et vous avez raison. Je n'ai été que trésorier durant le mandat de Lionel. Mais papa, alors je vais faire comme toi Antoine, je vais l'appeler papa, Jean Labrie, l'a été de 1984 à 1987. Nous pouvons être là aujourd'hui. Alors je vous rassure, ils vont très bien. Ils sont simplement partis en camping-car à l'autre bout de la France et Justine m'a demandé de le remplacer. Antoine nous disait que Robert Schibert avait fait un 2e mandat. Papa devait faire le mandat 81-83. Mais des événements sur la ferme et le départ de François, mon frère, au service militaire, l'ont obligé à décliner l'offre et repousser de 3 ans sa mandature. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, la présidence du GRCETA, c'était un temps plein. Pour constituer son équipe, papa avait choisi des personnes en qui il avait toute confiance. Michel Zamanski, pour sa rigueur financière, a tout naturellement pris la place de trésorier. Jacques Dechambre et Henri Cadillac, pour leur connaissance technique comme vice-président. À cette époque, c'est le bureau qui, avec l'appui des techniciens, messieurs Pellabon et Maupu, décidait des expérimentations menées par le GRCETA. Comme toute association, le GRCETA a connu des hauts et des bas. L'année 84 fut compliquée pour notre groupement. Suite à des problèmes relationnels, Pierre Maupu démissionne. Il a fallu prendre une décision importante, se séparer du directeur, ce qui fut fait à la suite d'un vote à l'unanimité du conseil d'administration. Quelques semaines après, Pierre reprenait sa place au sein du groupement. L'équipe technique étant réduite, il a fallu recruter et rajeunir les cadres, ce qui fut fait par l'embauche de Nicolas Chevet et Christophe Balouet. Le conseil d'expérimentation était surtout axé sur le maïs et le maïs doux, avec des essais variétés, fertilisation, désherbage, irrigation, et je dois sûrement en oublier.
Papa a voulu, en plus de l'aspect technique, garder au sein du GRCETA l'orientation sociale que Robert Schibert avait mis en place. Le bureau a donc relancé les journées familiales en réunissant les adhérents et l'équipe technique pour une journée conviviale par an. Je me souviens d'un rallye avec François, Claude et Didier, mon frère, ma sœur et notre cousin, en 2 chevaux. Nous avions fini bon dernier, et si mes souvenirs sont bons, c'est Pierre Maupu qui, avec un grand sourire, nous a remis la lanterne rouge. Ces journées permettaient aux familles d'adhérents de se rencontrer, de s'apprécier et de créer un lien social qui manquait dans nos landes. Comme dit papa, on se serrait les coudes. Il fallait faire bloc pour aider ceux qui rencontraient des difficultés. Papa, comme beaucoup d'entre vous, a vraiment apprécié ce passage à la présidence du GRCETA. Il en parle souvent, avec grand plaisir, comme d'un bon souvenir. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais ça lui a beaucoup apporté au niveau relationnel, avec vous les adhérents, mais aussi avec les institutions, Chambre d'agriculture, 33, 40, 47, Direction départementale de l'agriculture, Crédit agricole, coopérative, organisations professionnelles et bien d'autres. Pour lui, l'essentiel réside dans la relation humaine avec chacun d'entre nous. Je vous remercie. Pardon, papa vous remercie. Merci Denis d'avoir partagé avec nous vos souvenirs de famille. C'est vrai qu'en préparant cette matinée, on a redécouvert cette facette sociale du GRCETA qui s'est sûrement un petit peu estompée aujourd'hui, mais elle explique sûrement le fait qu'on soit là tous ensemble aujourd'hui pour fêter les 50 ans de l'association. On passe maintenant à la période suivante, entre 1987 et 1995, incarnée par Monsieur Gérard Gabin. Donc vous, Gérard, vous avez été au bureau du GRCETA à 2 reprises. Oui, effectivement. J'ai été vice-président de 1987 à 1989, sous la présidence d'Henri Cadillac. Et j'ai remis ça en 93, de 93 à 95, cette fois sous la présidence d'Olivier Cassot. Oui, donc pour la seconde période, vous arrivez juste après la réforme de la PAC en 92. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consistait cette réforme ? Cette réforme de la PAC a été une véritable catastrophe pour l'ensemble des agriculteurs de la Haute-Lande. C'était un véritable tremblement de terre. Il fallait mettre 20% de nos terres en jachère. Imaginez un seul instant si ça nous arrivait aujourd'hui. Je crois qu'on serait sur les routes. De plus, le prix des céréales n'était plus garanti. On nous parlait à l'époque d'un maïs à 60 francs le quintal. Donc, il fallait s'adapter, tant sur le plan moral que sur le plan financier. Nous devions réfléchir à une nouvelle façon de travailler nos exploitations. Donc on a bien compris que c'était une période extrêmement difficile et quand on a préparé les interventions des différentes personnes de cette journée, beaucoup nous ont parlé de ce contexte extrêmement morose et ça a vraiment beaucoup marqué les esprits. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi, sur ce contexte difficile, le GRCETA a été une force ? À quoi est-ce qu'il vous a servi ? Oui, effectivement, le GRCETA a été une véritable force parce qu'il a joué pleinement son rôle en nous permettant de nous rencontrer, d'échanger, de partager pour essayer de travailler ensemble pour sortir de cette crise. Notre génération s'est serré les coudes pour trouver des solutions techniques et économiques. Et justement, de façon peut-être un petit peu plus précise, qu'est-ce qui a été travaillé, sur quel sujet se sont portées vos réflexions ? Je rappelle une fois de plus que cette mise en jachère des terres a été un véritable crève-cœur.
pour bon nombre d'entre nous. Que faire de ces terrains, souvent irrigués, rendus improductifs par la PAC? Je me souviens qu'à l'époque, j'avais défriché 90 hectares et ce pivot, je l'ai coupé en deux. C'est-à-dire que j'ai laissé la moitié des terres en jachère et puis l'autre moitié, je l'ai irrigué. Alors, si vous voulez, c'était pas très agréable à regarder. Malgré nos recherches, nous n'avons absolument pas trouvé de possibilité de valorisation de ces jachères. Il n'y avait absolument rien à faire. On les a laissés en jachère. Donc, il nous restait donc qu'une solution, c'est d'essayer d'être le plus performant possible sur nos exploitations en essayant de maîtriser nos charges. Donc, j'allais dire presque une fois de plus, parce que l'eau, on en a toujours parlé dans ce pays. Et donc, on a essayé, si vous voulez, de mettre l'accent sur le pilotage de l'irrigation, dans le but de mieux maîtriser les quantités d'eau apportées et donc par là même de maîtriser davantage nos charges. J'en profite pour rappeler ici que les programmes d'appui aux irrigants ont commencé en 1995. On travaillait alors sur le pilotage de l'irrigation, sur la régularité du matériel d'irrigation, et je crois que Pierre Maupu, qui est présent dans la salle, de se souvenir de tout cela. N'est-ce pas, Pierre? Et c'est aussi à cette période que les cultures légumières type haricots verts, maïs doux, petits pois sont arrivées sur la Haute-Lande. Historiquement, des cultures de pommes de terre ou de carottes avaient toujours été présentes, mais pas ces autres légumes. Est-ce que, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces cultures-là, elles font partie intégrante de notre programme d'expérimentation. Est-ce que le virage s'est fait facilement? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Oui, effectivement, certains d'entre nous avaient déjà commencé la culture des légumes avant 93, et puis on les regardait, on se disait, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Et donc en 93, on était tous demandeurs pour trouver de nouveaux débouchés, savoir comment on allait faire, etc. etc. Mais ces agriculteurs étaient assez réticents pour nous donner les informations techniques. Il a fallu un petit peu les bousculer, parce qu'ils avaient de l'avance sur nous, et donc ils voulaient garder cette avance. Et donc là, je crois qu'une fois de plus, le GRCETA nous a aidés, parce qu'il nous a permis de les rencontrer, si vous voulez, et puis on leur a proposé à ces agriculteurs de venir vers nous, puis de nous donner un petit peu leur savoir-faire, quoi. Et donc à cette période, c'est Olivier Cassou, dont vous avez parlé, qui était président. Est-ce qu'Olivier, il a été moteur dans les débats ou comment ça s'est passé? Oui, alors là, on ne peut pas parler d'Olivier sans avoir, j'ai presque une larme à l'œil en parlant d'Olivier, parce qu'Olivier, c'était un véritable monument. Il venait de Paris en plus. Bon, et bien sûr, il avait fait des études d'agronomie, mais enfin, c'était pas un paysan, quoi. C'était pas... Mais il a su au fil du temps se révéler absolument indispensable. Parce que quand on parlait de l'eau, inévitablement, on parlait d'Olivier. Olivier, il s'est complètement investi dans ce domaine. Et il est devenu absolument incontournable, tant auprès de l'administration que des organisations professionnelles. C'était le sachant, le référent, tant dans les Landes qu'en Gironde, quoi. C'était donc Monsieur Olivier. Et pour finir, Gérard, je crois qu'avec Olivier aussi, vous avez participé au recrutement de Hélène Boulière, je crois. Ah, Hélène. Où est-elle? Elle est cachée, Hélène. Là-bas. Hélène, je te salue. Ouais, je crois que... Effectivement, Hélène mérite vos applaudissements. Je crois que... Hélène, je crois qu'on peut parler de monuments aussi. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs. Et donc oui, j'ai eu la chance, parce que c'était une chance, je crois à l'époque, de participer à l'embauche d'Hélène. Nous l'avons choisie parmi une multitude de candidates, et c'est elle qui a été retenue. Bravo Hélène. Merci Gérard pour cette intervention. On arrive maintenant en 1996 et c'est monsieur Jean-Marc Hédouin qui devient président à cette époque. Alors Jean-Marc, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il nous a laissé, on a tourné avec lui une petite vidéo qu'on va vous montrer maintenant.
Bonjour à tous. En 1996, le GRCETA a 25 ans et ne compte que 3 collaborateurs travaillant essentiellement sur la culture du maïs. Les bureaux sont à Salles, où nous sommes locataires. Notre bail n'étant pas renouvelé, nous décidons d'acquérir un terrain à Belin-Bellier pour rester au centre de la Haute-Lande. Cela a amené beaucoup de discussions. Pour le choix d'emplacement, il y avait les pro-Cestas et les pro-Landais. Pour la somme à débourser pour la construction, notre trésorier qui a aujourd'hui de hautes responsabilités à la Chambre d'agriculture de Gironde, étant un sage, nous avons eu le droit au minimum. Les bureaux furent inaugurés en 1999. En 1996, je succède à Olivier Cassou, ingénieur agronome, qui s'est énormément investi dans le syndicalisme agricole et comme représentant des irrigants au niveau de l'agence de l'eau et des sages de la région. Non issu du monde agricole, Olivier avait une autre approche. Il essayait de nous persuader qu'il était important de faire attention à notre environnement, qu'il fallait s'investir dans certains organismes pour adapter certaines contraintes à notre spécificité Haute-Lande. On l'a aidé à cultiver sa terre, il nous a aidé à cultiver notre environnement. D'ailleurs, à cette époque, les questions liées à la qualité de l'eau, l'eutrophisation du bassin d'Arcachon, l'érosion régressive et les transports de sable dans les ruisseaux donnent une image très négative de l'agriculture de la Haute-Lande. Nous nous intéressons alors à l'image de la profession agricole qu'elle renvoie aux acteurs du territoire. Le GRCETA commande un audit agri-environnemental à la société Market Story. Plus de 400 questionnaires sont envoyés à des chefs d'exploitation, à des entreprises ou organismes liés à l'agriculture, à l'environnement et au développement rural. Bien que notre savoir-faire soit reconnu, nous recevons des critiques plus ou moins fondées sur nos pratiques culturelles, notamment sur l'irrigation et la fertilisation. Avec cet audit, nous rendons compte que nous avons besoin de communiquer tant notre travail quotidien n'est pas connu. Nous mettons en œuvre des pratiques qui limitent l'impact de notre activité sur l'environnement et nous devons le montrer. Signe fort, suite à cet audit, nous prenons en stage de fin d'études Nadège Bonnet, élève ingénieur en environnement de l'Agro Montpellier, puis un contrat à durée déterminée d'1 an pour la construction de la certification critères lancée sous le mandat de Lionel Després. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée à tous. Enfin, ce qui est important, c'est l'avenir, pas le passé. Voilà pour la vidéo de Jean-Marc Hédouin. Donc après Monsieur Hédouin, c'est Lionel Després qui a été nommé président. Bonjour Lionel. Donc, comme le dit Jean-Marc dans la vidéo, vous, le début de votre mandat, il a été quand même assez... il a débuté avec la construction du cahier des charges de la certification critères. Oui, alors en fait, à la suite de l'audit, il était évident qu'il fallait monter la qualification. Et à ce propos, on a pris une personne dédiée à ça pendant les 2 années qui ont, c'est 2000 et 2001. D'accord. Donc, on va parler un petit peu de la mise en place de tout ça. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la démarche et qui y a participé ? Alors, la démarche, au départ, on avait fait un groupe de travail avec des agriculteurs. Et puis, on s'est vite rendu compte qu'on était un petit peu court et qu'il fallait absolument que tout le référentiel qu'on allait monter devait être validé par toutes les organisations. Donc on a fait venir des représentants des chambres d'agriculture, de l'agence Adour-Garonne, enfin, des représentants de coopératives, des représentants des OP de producteurs, que ce soit légumes ou autres. Et on a travaillé, même des DA, et on a fait un comité de pilotage et qui a duré 2 ans. D'accord. Et donc, parmi les objectifs, bon, il y avait forcément l'idée de promouvoir des bonnes pratiques environnementales, mais quels étaient les objectifs spécifiques que vous vouliez dans la construction de ce cahier des charges ? On avait cette partie-là, et puis comme l'a bien expliqué Jean-Marc, on avait des reproches sur nos pratiques, des pratiques qui sont un peu spéciales parce qu'on a des sols spéciaux, on a une région spéciale, on ne peut pas travailler sans eau.
Donc on a besoin de montrer une image. Alors ça, c'est la première partie, de montrer une image vis-à-vis de l'extérieur et qui soit validée par tout le monde. Et puis aussi que pour nous, de travailler et d'être propre, de le montrer et de le faire. D'accord, donc une certification vraiment spécifique, locale, et, tout à fait. Et montrer qu'on prend les alors, devants. il y a la partie locale, et après, il y a la partie transversale de l'exploitation. On travaillait sur la partie, que ça soit des essais, de différentes pratiques, et même au niveau de l'exploitation, que ça soit le stockage des intrants, que ça soit... Enfin, on touchait, on devait faire un référentiel qui devait toucher toute l'exploitation. Ok, très bien. Et du coup, à l'époque, vous avez regardé, vous êtes inspiré un petit peu des réseaux, des référentiels qui existaient déjà ou qui allaient sortir? Automatiquement, si on est complètement décalé, ça ne peut pas marcher. Au départ, quand on a commencé à travailler, on s'est rapproché, il y avait déjà des certifications, il y avait Qualitaire, il y avait le réseau phare qui faisait un petit peu le même genre d'exercice. Et puis il fallait qu'on soit, on avait démarré un petit peu en même temps que la partie agriculteur raisonné. Oui, qui est sorti en 2002, donc juste après l'arrêté formellement, mais voilà. C'est ça. On est arrivé là en même temps, quoi. Voilà, le cahier des charges correspondait et même allait au-delà finalement de l'arrêté agriculture raisonnée. C'est bien ça. D'accord, merci. Vous rappelez quelques points du référentiel Alors, des points du référentiel, oui, ça commence un peu à dater, la blague. Et puis, j'ai perdu un petit peu un peu de tout ça. Au niveau référentiel, on avait des petits détails comme enfin, des petits détails. C'était tout ce qui était irrigation et puis les problèmes de vent de salle qu'on avait, qui sont spécifiques vraiment à la zone forestière. Comment les gérer, comment les empêcher, comment arriver à faire venir par exemple des industriels qui font des cultures qui sont fragiles et qui peuvent être complètement détruites par du vent de sable. Tout ça faisait partie du référentiel. Derrière, on avait mis en place le contrôle des pulvées. Les contrôles de pulvées, on avait démarré ça, et le différentiel c'était en 2001, alors que c'est devenu obligatoire en France en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin voilà, ça fait partie de petits détails, enfin de gros détails qui faisaient qu'on avance. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui avaient peur qu'on aille trop loin et qu'on fasse plus blanc que blanc. Mais finalement, que ça soit même la traçabilité, ça sert tout le temps. Ça a beaucoup apporté à pas mal d'exploitations. Oui. D'accord. Oui, et du coup, la certification, officiellement, elle a été lancée quand ? 2001, à la fin de mon mandat. Et les premières exploitations qui ont été certifiées, c'était sous la présidence de Pascal Marceau, 2002, je pense. Oui, c'est ça. Ok, très bien, merci. Donc c'est ainsi qu'est né Critère, voilà, puisqu'on l'appelle comme ça. Et donc je vous invite, si vous avez envie d'en savoir plus sur le référentiel et les points du référentiel, à consulter à la fois le livret qui vous a été remis dans la pochette cadeau. Vous avez un paragraphe, quelques pages sur Critère. Et puis il y a aussi des panneaux que vous avez sûrement vus ce matin en arrivant. Certains parlent du référentiel et donc ça fait partie des sources d'information si vous voulez avoir plus de détails. Lionel, donc par rapport à Critère, on en a terminé. Un autre temps fort de votre mandat, c'est le recrutement pour la première fois d'un poste, d'un conseiller irrigation. Voilà, mais c'était un petit peu la suite de Critère. À partir du moment où on avait un référentiel où on disait on fait propre, on fait bien, il fallait absolument. Alors on avait déjà travaillé sur l'eau, c'est pas le souci, mais il fallait que là on soit le plus pointu possible. Donc on a vraiment mis l'accent là-dessus. Ok, et d'une manière générale, on peut dire qu'à cette époque-là, il y avait quand même une sorte de tournant. Finalement, on parlait de réglementation de plus en plus. Jean-Marc a commencé à parler aussi un petit peu de ça. Voilà. C'est aussi là qu'on a vu les... Ça faisait partie du jeu. Il fallait montrer qu'on travaillait propre. Il fallait l'écrire, le montrer et le faire. Mmh. Et il y a eu aussi un premier essai bio à l'époque. Ça devait être sûrement aussi par rapport Alors ça, c'était déjà... à l'époque, on en parlait. On n'y croyait pas forcément beaucoup, mais ça s'est développé beaucoup plus tard, en fait. Finir, Lionel, un petit mot sur votre mandat. Très intéressant, très formateur, et puis très content d'avoir donné du temps à la profession.
Merci beaucoup Lionel. En 2002, c'est Pascal Marceau, agriculteur à Socats, qui prend la suite de Lionel Després pour devenir président du GRCETA. Ne pouvant malheureusement être présent aujourd'hui, Pascal a souhaité nous adresser ces quelques mots sur les actions qu'il a menées pendant son mandat. Nous regrettons évidemment son absence et nous le remercions chaleureusement, ainsi que son épouse, d'avoir consacré du temps pour préparer cette rétrospective. Voici donc ce qu'il nous a transmis. Dans notre société, il est important de donner de son temps et de participer au collectif. C'est essentiellement pour cette raison que je suis devenue du président du GRCETA, car on ne peut pas critiquer si on ne participe pas. Durant mon mandat, j'ai placé le contact, facette primordiale de notre association, au cœur de nos priorités. J'avais une volonté farouche qu'un contact régulier, au moins annuel et de terrain, soit établi entre chaque adhérent et un des membres de l'équipe technique. Les réunions de coin de champ par CETA étaient aussi une occasion de se rencontrer entre agriculteurs, mais aussi avec l'équipe technique. Nous échangions sur nos problématiques communes ou plus personnelles, nous progressions sur nos pratiques culturelles, nous réfléchissions ensemble sur les essais qui pourraient être mis en place. Enfin, pour conforter le volet humain de la certification critère, nous avons mis en place la formation professionnelle de nous-mêmes et de nos salariés via le GRCETA. Ces journées sont aussi un lieu de convivialité et d'échange. Nous avons également poursuivi notre réflexion sur l'optimisation des charges liées à l'irrigation. Au-delà des aspects liés au pilotage des tours d'eau, travailler sur l'optimisation hydraulique et énergétique de nos réseaux d'irrigation était une nécessité. Avec Mylène, la conseillère irrigation de l'époque, nous avons fait l'état des lieux des progrès que nous devions réaliser sur nos exploitations dans l'objectif de réduire les dépenses d'électricité. Nous nous sommes rendus compte que l'équipe technique devrait probablement être étoffée avec une personne supplémentaire pour aborder ces questions très particulières qui, bien que quotidiennes, s'éloignent de l'agronomie. Cette expérience m'a apporté beaucoup de satisfaction sur le plan humain. Les échanges, les contacts avec mon bureau et l'équipe technique de l'époque étaient source d'ouverture d'esprit. Pour finir, je profite de cette intervention pour dire aux nouvelles générations que les échanges par Internet ne sont pas de vrais contacts, car ils ne répondent pas à la spontanéité. Les vrais échanges se font autour de la machine à café ou au coin du champ. On peut alors profiter de la gestuelle et de la spontanéité. On en vient maintenant à Monsieur Antoine Chibert qui va reparler de son mandat, cette fois à lui, de président au GRCETA sur la période 2005 à 2007. Alors Antoine, vous, le GRCETA, c'est un peu une histoire de famille quand même, puisque après votre papa qui a été par 2 fois président, ça a été à votre tour, près de 22 ans après, finalement. Pour rebondir sur le témoignage de Pascal Marceau, c'est sous votre mandat donc qu'a été créé le poste de conseiller en énergie hydraulique. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce recrutement ? Effectivement, le poste énergie a donc été créé suite aux réflexions qu'avait fait le bureau avant moi, et on a essayé de travailler sur l'optimisation des moyens d'irrigation. On a donc recruté un nouvel ingénieur pour travailler sur cet aspect énergétique. Et on lui a demandé de réaliser une première étude sur le terrain en allant comparer les installations. Et on s'est aperçu que sur une même exploitation, et donc encore plus sur les diverses exploitations du secteur, il y avait une énorme divergence entre les coûts du mètre cube, en centimes d'euros par mètre cube apporté. Et il y avait donc un travail très important à faire. On a demandé donc à cet ingénieur ensuite de travailler sur l'optimisation et l'amélioration à la fois des pertes de charge, qui sont signes de consommation électrique, donc dimensionnement des réseaux, dimensionnement des tuyaux, dimensionnement des pivots, choix des pompes, choix des courbes de pompe, parce que la technique avait bien entendu évolué. Une pompe immergée reste 10 à 15 ans dans le sol. La technique va plus vite que l'usure de la pompe, je dirais.
Et tout ça dans un souci de retour sur investissement, de façon de ne pas faire changer les installations si ce n'était pas rentable. Dans le même temps, il a commencé à travailler sur l'efficacité, donc sur les buses à basse pression et autres, pour arriver aujourd'hui à des variateurs de fréquence ou autres, tout ce que vous développez en ce moment. Oui, donc ça a vraiment permis d'étoffer l'offre de services du GRCETA avec l'arrivée de nouvelles compétences. Tout à fait. Okay. C'est également sous votre mandat, un petit peu en lien avec l'eau aussi, que se sont tenus les premiers échanges avec le SAGE LAIR, notamment, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les premières réunions? Oui, le SAGE LAIR a été un grand moment parce que je rappellerai que les SAGE, donc les schémas d'aménagement, la gestion de l'eau, avait été créée pour pallier aux problèmes d'eau et des masses d'eau en France et en Europe. Je rappellerai que la LAIR a toujours été dans un état hydrique bon, sans problème de pollution et sans problème de niveau. Mais nous nous sommes retrouvés en face des autres utilisateurs de la LAIR, que sont les pêcheurs, les plaisanciers, le bassin d'Arcachon et autres, et nous étions, si ce n'est ceux à abattre, en tout cas ceux à combattre, parce que si un jour la LAIR a un problème, d'étiage, ça sera uniquement lié au prélèvement agricole, et de pollution, ça sera uniquement lié aux engrais et aux produits phyto. Donc les premiers débats ont été un petit peu houleux. Heureusement, on est arrivé avec la démarche de qualification critères. Je crois qu'on avait fêté les 10 000 hectares de critères sous mon mandat aussi. Donc on a pu prouver à ces autres opérateurs que nous étions les premiers écologistes de la lande et du bassin versant, et très intéressés à la fois par la pollution des sols, par la pollution de l'eau, et qu'on n'avait aucun intérêt à polluer l'eau qu'on utilisera demain. Et je pense que, pour ajouter un petit mot, notre travail a dû être relativement compétent, puisque pour la création des 3 autres SAGE qui ont suivi, Médoc, Nappe Profonde et je ne sais plus le 3e, le GRCETA a été systématiquement appelé pour faire partie des sachants et donc des responsables. Le 3e, c'est le ciron. Voilà. Bon, il y a eu une autre thématique importante sous votre mandat, c'est la gestion du souchet. Oui, le souchet, j'en ai pas vu, mais je pense que si on se promène un peu dehors, on risque d'en trouver. Le souchet est une des plantes les plus invasives au monde, et on s'est très vite rendu compte avec l'apparition de cette plante que sur les cultures basses notamment, on pouvait avoir des grosses pertes de rendement en qualité et en quantité. Oui, donc bien entendu, c'est pas une plante qui est arrivée sous votre mandat. C'est vrai que ça faisait un moment qu'elle existait, mais voilà, il y avait eu des essais de mener à l'époque, j'imagine déjà. Il me semble que les premiers essais ont été mis en place dès 1997-98, dès que le souchet a commencé à poser problème, en utilisant toutes les matières actives qu'on avait sous la main à l'époque. Je vous les citerai pas parce que je suis nul en produits phytosanitaires. Et on s'est vite rendu compte que ces matières actives n'étaient pas suffisantes, peut-être certaines pour limiter l'implantation ou le développement du souchet, mais en tout cas pas pour l'éradiquer. D'accord, et donc c'est pour ça, j'imagine que c'est sous votre mandat qu'il y a eu un travail de recherche un petit peu plus poussé, qui a été voulu par le GRCETA, qui a notamment soutenu un travail de thèse. Tout à fait, en collaboration avec l'INRA de Dijon. Une jeune femme a réalisé donc une thèse de 3 ans dont le but était de mieux connaître la plante, sa biologie, sa physiologie, ses moyens de reproduction, du fait que c'est une plante qui pousse toute l'année, et je pense que plus on connaît notre ennemi, plus il est facile de le combattre. D'accord, et donc à l'issue de ce travail de 3 années, est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui ont émergé? Est-ce qu'on a réussi à avoir des avancées quand même sur cette plante? Comme je disais, mieux connaître son ennemi, c'est mieux le combattre. Et je tirerai 3 enseignements de cette thèse. Le premier, c'est que le maïs reste, une fois de plus, la plante formidable que l'on connaît, parce que c'est une plante haute, qui fait donc l'ombrage très rapidement aux adventices qu'on peut avoir sur le sol, et donc qui permet de limiter le développement du souchet sur une période. La deuxième chose, c'est que le meilleur traitement qu'on a trouvé et qui encore aujourd'hui fait encore ses preuves, c'est un traitement qu'on appelle en incorporé, donc derrière labour et avant semis, de façon de traiter la partie superficielle du sol et d'empêcher le souchet de se développer en laissant plus de temps à la culture de prendre place. Et la troisième chose, on s'est rendu compte que les rhizomes, si on les mettait en surface, se détérioraient plus facilement que si on les laissait au fond, où ils sont capables de rester 5, 6, 10 ans, et le jour où on les remet en surface, de repousser.
Donc ce sont les 3 enseignements que je retiens, où je me souviens de cette thèse. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le souchet est encore très présent dans nos exploitations et que la diminution des matières actives que nous subissons ou que nous accompagnons au mieux pose souci. Et le souchet reste pour nous une grosse préoccupation encore aujourd'hui. Oui, effectivement, hein, le sujet n'est pas clos. Il y a, les assolements, ils évoluent. Les solutions aussi à notre disposition, elles évoluent. Et la nécessité de travailler encore et encore sur cette mauvaise herbe, elle est toujours là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Didier Ferry, qui a été président de 2008 à 2010. Didier, on vous écoute. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai été président après Antoine et j'ai été vice-président avec Antoine. Donc, on a continué la route. On a continué les essais et tout ça, mais je peux dire que techniquement, c'est pendant ma période, il y a eu 2 grands thèmes. Les TCS et les GPS. Les TCS, technique culturelle simplifiée ou préservation des sols, a fait son apparition dans la région sous la forme du non-labour et de streptil. Nous avons organisé un voyage d'études au Brésil pour voir les effets réels de cette façon de cultiver. Les façons culturales sont réduites, les sols sont en constante production, ce qui permet de limiter les érosions éoliennes et hydrauliques. Cette technique permet aussi de favoriser la vie microbienne des sols. La venue de Frédéric Thomas, le pape de cette technique en France, nous a permis de constater que les racines de maïs exploraient mieux l'espace et pouvaient descendre plus profondément, jusqu'à 1,20 m. À cette même époque, les éleveurs des Pyrénées cherchaient des terres pour faire pâturer leurs bêtes en hiver, après le passage en estive. Nos plaines, qui étaient très peu actives en hiver, et en général nues, commencent à s'animer avec la présence de troupeaux de bovins ou de chevaux. Cette activité amène de la biodiversité microbienne dans nos sols assez inertes. Malheureusement, les animaux tassent beaucoup les sols, surtout en période hivernale, avec les pluies abondantes, ce qui est incompatible avec les méthodes TCS. De plus, certaines cultures légumières de plein champ ne s'accommodent pas du tout de ce type de préparation. Le manque d'implication de la recherche génétique sur le maïs n'a pas permis de résoudre certains problèmes cryptogamiques et d'adapter la vigueur au départ à cette nouvelle technologie. Donc, les TCS restent marginales dans nos sables, mais nous a permis de tester la couverture hivernale de nos sols, ce qui est un plus agronomique et un plus pour l'environnement en limitant les pertes d'engrais hivernales par percolation. Les GPS. L'apparition des GPS professionnels adaptés à l'agriculture, technique que tout le monde a adoptée aujourd'hui, nous a permis de faire des progrès techniques considérables, tant en économie d'engrais, de produits de défense des cultures et même de semences, en évitant les recoupements et les débordements. Il nous a aussi permis de développer des cultures particulières telles que la multiplication semencière, que ce soit en maïs, mais aussi en blé hybride, en colza ou autres, et aussi de nous faciliter les déclarations PAC avec le calcul plus précis des surfaces. Pour le GRCETA, l'exploitation des fonctions RTK du GPS nous offre des possibilités d'essais, notamment en implantation longue durée. L'exploitation du GPS n'a pas fini de nous surprendre. À quand le télétravail pour les chauffeurs de tracteurs? Ou seront-ils, comme les pilotes de drones, tranquillement assis dans leur bureau? Plus concrètement, l'automatisation de la conduite des tracteurs nous se rapproche. L'aspect technique ne nous a pas fait oublier les autres facettes des actions du GRCETA, l'événementiel et la formation. Les 60 ans de l'agriculture en Haute-Lande est demain. C'était le 16 septembre 2010. Nous voulions honorer les personnes qui nous ont appris à domestiquer et à apprivoiser ces sables si particuliers. Je veux dire les pionniers
qui ont eu le courage de venir cultiver les surfaces brûlées par les incendies de 1947 à 1949. Messieurs Jean Danton, Pierre Watteau, Jean Crespe, cette poignée de fous venus du Nord, c'est-à-dire du département de l'Aisne, comme les appelait Jean-Pierre Jambe, auteur du livre « Les pionniers de la Grande Lande ». Ils ont été suivis de leurs enfants et amis, Henri Després, Robert Schibert, Luc Patet, mais aussi Maurice Vandamme, Michel Zamansky et bien d'autres, sans oublier leurs familles. Au cours de cette journée, nous avons pu voir comment ils avaient trimé pour arriver à surmonter tous les problèmes techniques qu'ils rencontraient. Les cultures, les fumures, les carences, l'assainissement, l'alios, puis l'irrigation, sans oublier la vie dans cette contrée si inhospitalière à l'époque. Imaginez-vous sans route ni piste stabilisée, avec des fossés peu profonds, peu efficaces en hiver, l'eau et l'électricité de façon aléatoire pour tous les jours. Le livre en témoigne. Puis nous avions évoqué l'évolution des cultures et des méthodes de culture qui se sont adaptées au marché économique, aux réglementations et à l'observation par l'opinion publique de nos pratiques pour devenir aujourd'hui une des plus belles régions agricoles de France. Puis nous avons mis en place un pôle formation. Avec l'évolution et la modernisation de l'agriculture, les agriculteurs ont besoin de formation pour apprivoiser toutes les nouvelles technologies et se conformer à toutes les réglementations obligatoires depuis un certain temps, mais souvent restés dans les tiroirs comme dans beaucoup de PME françaises. De plus, l'orientation vers l'agriculture raisonnée, déclinée chez nous en critères, nous imposant une formation tous les 5 ans pour les chefs d'exploitation et leurs collaborateurs, la demande devenait de plus en plus pressante. À l'époque, Critères représentait le tiers des exploitations du GRCETA, soit environ 10 000 hectares. Aujourd'hui, 22 000 hectares sont concernés par cette qualification ou son équivalent HVE 2. Un ultimatum de l'administration auprès des agriculteurs nous a obligés à bouger à propos du document unique que nous aurions dû tous mettre en place depuis 1991, et nous étions en 2010. Diverses institutions de formation opéraient dans la région, mais elles ne répondaient pas à nos besoins spécifiques. Aussi, nous avons décidé de créer un pôle de formation dirigé par Hélène. Vous savez, la petite dame qui était dans le fond là-bas. En partenariat avec des instituts spécialisés tels que le CER 40 pour le document unique ou le CFPPA de Releuil pour les certificats. Les premières formations tournent autour du document unique, donc du certificat, pour la sécurité des personnes, puis très vite, les autres formations ont été mises en place telles que les premiers secours au travail, le travail en hauteur pour les interventions sur les pivots, les conduites des télescopiques et leur maintenance, la conduite des matériels agricoles et des pulvérisateurs et épandeurs, en particulier avec leur réglage, la maintenance électrique des pivots, gestion de l'irrigation pour éviter les excès ou les manques, les systèmes de guidage, on revient au GPS, toute la gamme des certificats, l'informatique, la gestion commerciale et vente de produits, les ventes à terme et bien d'autres. L'évolution des plans de carrière des salariés agricoles impose souvent des changements d'entreprise, donc un turnover des collaborateurs important et de ce fait une demande de formation continuelle sur les thèmes spécifiques à la Haute-Lande. L'évolution de la réglementation pour les épandages en général et des produits de protection des plantes en particulier demande une formation régulière, de plus en plus pointue pour les décideurs, mais aussi pour les applicateurs. Aujourd'hui, environ 300 stagiaires par an viennent au GRCETA pour recevoir des formations adaptées à nos activités qui évoluent en permanence. Même si les bâtiments du GRCETA étaient relativement récents, il a fallu penser à pousser les murs,
La salle de réunion n'était plus adaptée à ces nouvelles perspectives. Un gros projet pour l'équipe suivante. Merci. On arrive maintenant en 2011, où c'est Patrick Minja qui devient donc président du GRCETA. Donc Patrick, comme le disait Didier à l'instant, c'est vous qui avez suivi avec votre bureau la construction de l'extension du GRCETA. C'était important que l'association se dote des moyens logistiques nécessaires pour faire tourner l'activité formation. Oui, comme l'a dit Didier, il y avait de plus en plus de stagiaires et le certificato était devenu obligatoire et on savait qu'on allait tous devoir y passer. Donc il nous fallait de la place pour pouvoir le faire passer tout le monde. À la suite de ça, il y avait aussi souvent des réunions au GRCETA. Donc cette salle nous permettait d'accueillir un plus grand nombre. Et ensuite, l'activité du GRCETA se développant, il y avait aussi de plus en plus de stagiaires l'été qui venaient vous aider. Donc il fallait aussi de la place pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Et le suivi des travaux, des anecdotes? Oui, ben c'est les joies de la construction. Il y a toujours des aléas, des entreprises de plus ou moins consciencieuses. Mais globalement, ça s'est bien passé. Et on a pu l'inaugurer en 2014, je crois. C'était... après, voilà. Alors, quand on a préparé votre intervention, Patrick, vous nous avez dit qu'un des faits marquants de votre mandat pour vous, c'était le temps passé en recrutement. Oui, au début de mon mandat, le directeur Jacques-Yves Guerlesquin est parti, donc il a fallu le remplacer. Donc on a pu faire monter, si on peut dire, Ludovic, qui était déjà là en tant que technicien irrigation. À la suite de ça, il a fallu le remplacer aussi au niveau de l'irrigation, donc on t'a recruté. Justine est arrivée assez vite pour son apprentissage. Et en fin de mandat, avec François, on a recruté Maud sur la partie technique grande culture. Finalement, que des recrutements de choix, vraiment. Oui. Et puis en plus... Et que des filles. Donc c'est vrai que vous avez bien féminisé l'équipe technique. Bon, on a pris les meilleurs, hein, c'est tout. Voilà, tout est dit. Et du côté de la technique, Patrick, qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Alors, de mémoire, on n'a pas révolutionné l'agriculture en Haute-Lande sur cette période-là, mais l'équipe technique continuait. Et surtout, elle avait été recrutée pour nous apporter de nouvelles visions, de nouvelles idées. Donc, comme il y avait un renouvellement important, on pouvait espérer avoir des choses importantes de ce côté-là. On a bien travaillé sur le Twin Row. À ce moment-là, c'était une technique qui était plutôt développée aux États-Unis et très peu en France. Un stagiaire de fin d'études s'est penché sur la question avec l'aide de la société Riboulot. J'en profite aussi pour dire que le GRCETA, c'est des agriculteurs, mais il y a aussi des partenaires, que sont les membres participants et les membres abonnés, avec qui on travaille de concert. La technique, finalement, n'a pas abouti. Les gains de production n'étaient pas là, d'autant plus que ça demandait des investissements importants. Donc, finalement, ça fait partie je pense, de nombreuses études qui, au GRCETA, n'aboutissent pas toutes à des choses qui sont répercutées sur les exploitations. C'est vrai. Et du coup, j'aimerais qu'on remonte un petit peu dans le temps, en 2011, pour que vous nous parliez de l'opération Solidarité Corrèze. On était, comme vous venez de le dire, on n'était pas... l'équipe technique a beaucoup bougé à ce moment-là, donc nous-mêmes, Justine et moi, par exemple, on n'était pas là. Donc c'est un souvenir dont on parle assez peu. L'été 2011 avait été très sec, notamment dans le centre de la France, je crois. Et les éleveurs de Corrèze n'avaient pas pu
Récolter autant de foin et préparer l'hiver pour leurs bêtes. Donc la Chambre d'agriculture de la Corrèze a contacté les chambres de Gironde, des Landes et le GRCETA, notamment via Ludovic qui avait un contact là-bas. Et il nous a apporté d'autant plus sa connaissance de l'élevage, parce que nous, le foin, on ne savait pas le produire. Donc la Chambre d'agriculture de la Corrèze nous a fourni des semences de régras qu'on a semées en dérobé des maïs doux au mois d'août. Nous, on a apporté notre sol et notre eau, eux, ils avaient manqué d'eau, mais nous, on en avait un peu. Il nous en restait, du moins. Donc, on a pu semer les régras au mois d'août et les récolter au mois de novembre. Enfin, la récolte a été faite par les éleveurs aussi de la Chambre d'agriculture de Corrèze. On a bien été aidé par l'automne qui a été propice, puisque les récoltes de foin étaient très bons. Et je crois qu'il en est même resté quelques boules au coin de certains champs qui n'ont pas pu être expédiées. Et vous vous rappelez combien d'agriculteurs avaient participé ? Je crois qu'il y avait 33 agriculteurs représentant 1200 hectares. Oui, donc humainement comme techniquement, cette opération fut un franc succès et témoigne de l'aspect solidaire du GRCETA, solidarité entre agriculteurs de la Haute-Lande et solidarité avec d'autres régions françaises qui peuvent parfois être en difficulté. Et je crois que vous aviez été en Corrèze après. Oui, alors, ils nous ont invités quelques temps après, comme ça on a pu déguster de la viande produite avec de la bonne herbe des Landes. Ça changeait un petit peu. Et d'autant plus que nous, le GRCETA, on le voit aujourd'hui, on est toujours partant pour fêter, toujours une bonne occasion pour fêter quelque chose, que ça soit, il y avait eu les 20 ans du GRCETA, il y a eu les 60 ans de l'agriculture de la Haute-Lande, et en 2013, on avait fêté aussi les 20 000 hectares de critères. Oui, c'est vrai, comme vous le dites, nos événements un petit peu plus festifs ont toujours beaucoup de succès et votre présence en témoigne aujourd'hui et nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patrick. Merci Patrick. Donc c'est maintenant au tour de François Gauthier. Vous avez été président de 2014 à 2016. D'abord, pourquoi avez-vous accepté ce mandat ? On a la pluie. Tout d'abord, le GRCETA, ça reste une association. Donc une association fonctionne si on s'engage de façon bénévole et de préférence de façon temporaire. Ensuite, le président, c'est un peu la tête de gondole. On fonctionne énormément avec l'équipe technique, le bureau, les conseils d'administration. On est loin d'être tout seul. Et enfin, j'ai bénéficié du travail de Patrick, notamment sur le bâtiment qui était pratiquement achevé. Il nous restait les lignes du parking à tracer, donc on était au bout. Et ensuite, l'équipe technique était bien stabilisée. Bon, Patrick avait bien travaillé, donc le recrutement était très bien fait. Donc j'ai bénéficié d'une équipe technique pleinement opérationnelle. Oui, c'est vrai qu'en termes de recrutement, pour François, ça a été un petit peu plus calme que pour Patrick. Mais du coup, vous avez développé, il y a pas mal de sujets nouveaux qui ont été développés ou au moins amorcés sous votre mandat, non ? Donc au GRCETA, on gérait déjà très bien les quantités d'eau, donc les quantités d'énergie nécessaires à faire tourner nos installations. Restait le problème du coût de cette énergie, et donc on était à une période d'ouverture des marchés de l'énergie. Donc à l'époque, on a chargé François Torres de s'occuper de ce dossier qui a été très bien mené. Et finalement, tout s'est bien passé grâce à l'engagement des agriculteurs qui ont été jusqu'au bout de la démarche. Donc ils ont tenu leur parole, tout le monde s'est engagé dans la démarche. Et donc on a réussi, je pense, à obtenir des tarifs sur 3 voire 4 années qui étaient très corrects. Ensuite, un autre projet, le GI2E Sablinov, qui à l'époque a été géré par Maud et qui nous a permis de faire remonter nos bonnes pratiques agricoles en termes de produits phytosanitaires et aussi d'établir un état des lieux du GRCETA qui était très intéressant en termes de formation des adhérents, de taille de structure ou d'équipement. Merci François. Bon, excusez-nous pour la pluie, on savait qu'elle allait tomber, mais on espérait que ce ne soit pas pendant un discours.
On n'a pas parlé aussi de l'aspect réglementaire dans tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau réglementation à cette période-là. Et je me rappelle qu'il y a eu des questions sur la place que devait avoir le GRCETA vis-à-vis de ce suivi réglementaire-là. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que ça a été un choix déjà que le GRCETA s'intéresse à la réglementation? Historiquement, le GRCETA, on répondait essentiellement à des questions techniques. Et petit à petit, Ludovic, qui était alors directeur du GRCETA, constate que de plus en plus d'appels au GRCETA ont pour sujet des questions réglementaires, notamment la façon dont on doit interpréter la réglementation sur la zone Haute-Lande, qui a quand même certaines spécificités. Donc on a décidé que certaines personnes du GRCETA consacrent plus de temps sur cette partie réglementaire. Ok. Et il y a eu un engouement également naissant pour tout ce qui est agriculture biologique. Ouais. Et au niveau, juste pour rajouter sur la partie réglementaire, donc c'est fortement une demande des adhérents à la base. Et ensuite, on le travaillait déjà via critères. Donc Julie s'occupait de tenir une veille réglementaire sur critères. Et ensuite, mission a été donnée à Ludovic d'élargir ses contacts avec l'administration ou tout organisme capable de nous conseiller et capable de nous donner des réponses sur ces différents points. À l'époque, c'était les zones vulnérables, donc l'interprétation des dates d'épandage, etc., les cours d'eau, enfin tous ces sujets-là. Voilà. Okay. Et pour répondre à ta question, sur l'agriculture biologique, ça a été une époque où on est passé des coins jachères qu'on mettait en bio à des parcelles complètes, voire des exploitations intégrales. Donc, demande des adhérents vis-à-vis de ce nouveau mode de production. Donc, ça a été l'occasion de valider ton embauche, donc de profiter de tes compétences que tu avais acquis lors de ton apprentissage, suivi, encadré, on va dire, par Maud, qui avait déjà quelques années sur ces sujets. Et donc, c'était surtout l'occasion de bâtir des connaissances techniques sur ce mode de production qui était en pleine expansion, hein, en termes d'hectares convertis. Oui, c'est vrai que ça fait partie de mes premières missions, effectivement, lorsque j'ai été recrutée. Il y a d'abord eu le groupe bio. Au début, on communiquait qu'à travers le groupe bio. Et en fait, après, ça s'est très rapidement élargi à tout le GRCETA, car on le voyait, c'était un thème qui intéressait pas mal de monde. François, pour finir, un mot sur votre mandat, peut-être? Comme prédécesseur, un très bon moment, beaucoup d'ouverture, beaucoup de contacts. Bon, on en retient des bons moments, hein, on a dégusté des huîtres avec des agriculteurs sur Banc d'Arguin, plutôt sympa. Ils sont venus visiter l'exploitation sur la Haute-Lande. On a eu l'occasion de faire un petit voyage au Portugal. Donc beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges et au GRCETA toujours une très bonne ambiance. Donc que du positif. Oui, donc après le bœuf de Patrick, les huîtres de François, le repas approche bientôt. Voilà, merci François. Je vois que vous avez faim, donc on arrive sur notre dernier intervenant, Emmanuel Marceau, pardon. Donc Emmanuel, vous avez été président de 2017 à 2019. Vous avez fait preuve d'une certaine longévité au bureau du GRCETA. Ah, effectivement, donc j'ai commencé avec Patrick, ensuite François. 9 ans, c'est vrai que ça peut paraître long, mais ça a toujours été avec plaisir que j'ai participé aux travaux du GRCETA. Donc c'est presque une décennie à faire vivre le GRCETA de façon bénévole et c'est vraiment à souligner. Seuls 2 agriculteurs ont fait ça, donc Jean Labrie dont on a parlé et vous-même. Je ne savais pas, c'est vous qui me l'avez appris, mais ouais, effectivement, c'est toujours intéressant. Comme le rappelait François, c'est vraiment un travail d'équipe entre agriculteurs ainsi qu'avec vous. C'est motivant, c'est concret, on sait d'où on part, on sait où on arrive. Et puis le GRCETA, c'est vraiment une association d'agriculteurs qui a toujours fonctionné par l'implication un maximum et il faut que ça dure. Donc juste avant vous, François nous parlait des questions que vous aviez pu vous poser durant son mandat sur le positionnement de l'association sur les questions réglementaires. Sous votre mandat aussi, je crois, vous vous êtes posé des questions sur le positionnement du travail de l'équipe technique sur des thématiques un peu plus particulières. Oui, sous mon mandat, on a continué à développer le conseil et les expérimentations en agriculture biologique, les assolements, désherbage, la fumure. C'était vraiment nécessaire, les surfaces étaient vraiment en forte augmentation.
De plus, c'est posé la question du positionnement du GRCETA par rapport à des cultures particulières ou des cultures de niche. Alors pour moi, dans GRCETA, il y a toujours quand même le mot recherche, et quelle que soit la culture ou la thématique. D'ailleurs, à l'époque, on a développé et recommencé les essais sur la pomme de terre, sur les asperges. Et puis, vous, l'équipe, vous êtes vraiment là pour nous aider à progresser, et quelle que soit la problématique. Et sans oublier, bien sûr, toutes les missions régaliennes qui ont toujours fait la force de notre association. Oui, c'est vrai que les missions et les thématiques étudiées se sont diversifiées, et c'est d'autant plus intéressant pour l'équipe technique. Oui, je pense qu'on a bien su prendre le virage. On a également développé le travail sur la méthanisation à cette époque-là. Et ça, on le doit vraiment, je pense à Julie, à vous et à toute l'équipe, par votre connaissance, votre expérience. Voilà. Donc l'équipe technique, vous venez d'en parler, elle a connu quelques petits changements aussi durant votre mandat. Ouais, comme Patrick, c'est vrai que quand on a des habitudes, on n'aime pas trop que ça change. Mais bon, moi, ça a été le départ de Ludo et puis l'arrivée de Justine à sa place en tant que directrice. Ça a engendré donc un recrutement pour remplacer Justine au poste de grande culture. D'abord en début 2019 et puis ensuite fin 2019 avec l'arrivée de Vincent. Et puis soulignons aussi que l'équipe s'est encore agrandie depuis sous le mandat de Samuel avec l'arrivée de Marc qui travaille sur les questions liées à la méthanisation notamment. Est-ce que justement ce temps de recrutement, ça a été une difficulté pour vous ou pas spécialement ? Eh ben, Patrick, effectivement, donc comme j'étais déjà avec toi, j'avais attaqué avec toi le recrutement. Oui, c'est vrai, je crois que j'en ai fait 8 ou 9. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais bon, ça fait partie de la vie de notre entreprise et puis c'est normal, quoi, voilà. Non, j'avais vraiment à cœur, Samuel, je te l'avais dit, de te laisser une équipe en ordre de marche parce que c'est pas toujours évident. Et puis je pense qu'on en voit la réussite aujourd'hui avec la belle journée que vous avez organisée. Merci Emmanuel. Merci à tous nos anciens présidents, merci à vous également qui avez prêté votre voix pour retracer le mandat de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Je pense que vous pouvez tous les applaudir bien fort pour leurs prestations. Le GRCETA, c'est une association qui est tournée vers l'avenir. C'est d'ailleurs les sujets qu'on va aborder cet après-midi à travers la table ronde. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas oublier aussi que si cette association, elle perdure encore aujourd'hui, c'est grâce à la volonté, à l'acharnement même de ces grandes personnes dont on a parlé et évoqué les noms tous ce matin. Donc je crois que chaque bureau a eu à cœur de pérenniser ce qui a été construit en 50 ans et c'est pourquoi on tenait absolument à vous mettre à l'honneur aujourd'hui. J'espère donc que vous aurez pris autant de plaisir que moi, que nous en avons eu à les écouter retracer cette formidable aventure. Et à ce titre, j'aimerais aussi remercier Madame Françoise Schibert qui nous fait l'honneur d'être venue aujourd'hui. Vous avez contribué en étant l'épouse de Robert Schibert, qui, je rappelle, a été le premier président du GRCETA, président d'honneur. Vous avez vraiment contribué à cette histoire et vous incarnez aussi cet état d'esprit. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux que vous ayez pu être parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc Madame Schibert qui va monter sur scène, si vous voulez l'applaudir. Avec beaucoup d'émotion que je suis venue ce matin. Je suis sur mon parti des rescapés. Je vois que vous n'êtes pas restés les deux pieds dans le même sabot et que ça continue avec beaucoup de créativité, beaucoup de connaissances et de travail. Merci à tous. Merci.
Nous allons maintenant clôturer cette matinée en procédant à la remise des médailles du mérite agricole. Donc Emmanuel, Denis, je vous laisse retourner vous asseoir. Alors c'est pas qu'ils sont punis. Emmanuel aura sa médaille, mais une autre fois. Quant à Denis, son papa a déjà été médaillé. Voilà. Donc j'appelle pour la remise, j'appelle donc Madame Florence Lassarade, sénatrice de la Gironde. Monsieur Éric Pouliat, député de la 6e circonscription de Gironde. Et donc Monsieur Luc Servant, président de la Chambre régionale d'agriculture. Monsieur Jean-Luc Chibert, pardon, excusez-moi, Monsieur Jean-Luc Thirouin et Monsieur Antoine Gibert, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille du mérite agricole au nom du ministère de l'Agriculture. Donc, messieurs Lionel Després et Didier Ferré, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite agricole. Merci. Et donc, moi, j'ai le plaisir, et c'est un grand plaisir pour moi en tant que président de la Chambre d'agriculture, de vous remettre à vous, à Patrick Maja et à François Gauthier, à tous les deux, la médaille aussi de l'Ordre du mérite agricole. Bravo à vous tous pour le travail accompli. En tout cas. Donc merci à tous. Pour terminer, je voudrais juste appeler une dernière personne dont on a un petit peu parlé quand même 2-3 fois à l'occasion. Elle se fait discrète, je ne sais pas trop où elle est là-bas. Hélène, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Donc Hélène, qui vous le savez peut-être... Hélène, vous le savez peut-être, elle prendra sa retraite dans 1 an à peu près. Elle voulait pas trop, mais on pouvait pas ne pas la remercier. Par contre, pour ça, je vais laisser la parole à Gérard Gabin. Écoutez, oui.
Viens tout près de moi, Hélène. Mais au nom de tous les agriculteurs de la Haute-Lande, hein, je te remercie pour 28 ans de service. Hein, et je crois que tu vas même prolonger encore un petit peu. Je vais m'arrêter l'année prochaine, mais après ça sera fini. Bon, je crois que tu t'es complètement identifié au GRCETA. Hein, tu as tout donné. Hein, et tout le monde a apprécié ton accueil, ton sourire. Hein, je crois que tu fais vraiment partie aujourd'hui de la grande famille des agriculteurs de la Haute-Lande. Voilà. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment l'applaudir, elle le mérite. Alors, il me reste la tâche la plus délicate, c'est d'épingler cette médaille, mais j'ai peur d'être maladroit. Je te laisse faire. Oui, tu avais mis la veste à Doc. Bon, bravo à Hélène. Je crois qu'on va tous pouvoir aller à table maintenant. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous avez apprécié cette matinée. Puis on se retrouve à 15h assis ici pour le début de la table ronde. Merci beaucoup.